Santé et du Développement social a remis ce matin le rapport final des États généraux de la santé. Ce document de 160 pages enregistre 68 grandes recommandations pour le bonheur des Maliens. Fin des travaux de la phase nationale des consultations sur la rélecture de la charte des partis politiques. Des recommandations ont été faites et nous pouvons retenir l'installation du président de la transition pour un mandat de 5 ans renouvelable, la dissolution des partis politiques, la suppression du financement public des partis politiques et la suppression du statut du chef de file de l'opposition. Une cérémonie présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Après les inondations enregistrées après la pluie d'hier dans certains quartiers de Bamako, les habitants de Kalabambougou et Missabougou, deux quartiers de Bamako, cotisent pour creuser des canaux de drainage des eaux pour des mesures préventives. Et la concurrence déloyale, la rédaction s'y intéresse ce soir dans la chronique judiciaire. Cette pratique cause un manque à gagner à l'économie nationale. Les conséquences de la concurrence déloyale en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Direction Palais de Koulouba, où le président de la transition a reçu des mains de la ministre de la Santé et du Développement social le rapport final des États généraux de la santé. C'est un document de 160 pages et qui enregistre 68 grandes recommandations, des recommandations qui répondent aux besoins légitimes des populations. L'accès des citoyens aux soins de santé est l'un des soucis majeurs du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le point avec Garibou Pérou, Idrissa Traoré et Adaman Kamara. Recruter environ 5 000 professionnels de santé par an et mobiliser 1 269 milliards de francs CFA d'ici à 2034 sont des points saillants qui ressortent du rapport des États généraux de la santé. À la fois ambitieux et visionnaire, ces rapports de 160 pages tracent une feuille de route vers un système de santé capable de répondre aux défis du moment. Nous sommes venus remettre au président de la transition le rapport des États généraux de la santé. Et ce rapport qui est un plan décennal sur 10 ans, 2025-2034, avec 68 recommandations et 286 activités. La première recommandation qui touche directement le public, c'est l'accueil dans nos services de santé. Donc on doit améliorer ces accueils-là, améliorer les conditions de prise en charge et instituer le SAMU, c'est-à-dire le déplacement en urgence des populations, et améliorer nos plateaux techniques. Les systèmes de santé que prévoit le rapport ainsi remis au président de la transition repose sur plusieurs composantes. Pour l'hôte du jour, un système de santé performant renforce la cohésion sociale, réduit les inégalités, protège les plus vulnérables et prépare la nation à faire face aux éventuelles crises sanitaires. On a remercié le président de la transition pour tout ce qu'il a eu à faire pour les populations maliennes en matière de santé et de développement social. Et nous demandons encore son appui pour que le plan qui a été élaboré puisse être exécuté. C'est un plan qui sera évalué chaque année et nous a promis son soutien. Et avec l'accompagnement des plus hautes autorités, nous pensons que nous pourrons faire le meilleur pour le bien-être, la santé de nos populations. Engagé personnellement dans cette dynamique, le chef de l'État a exprimé sa volonté de traduire les grandes recommandations en actions concrètes. La balle est désormais donc dans le camp de Madame le ministre et de son équipe pour la mise en œuvre du plan d'action en lien avec l'ensemble des parties prenantes afin de garantir la transformation du système de santé d'ici à l'horizon 2034. Et du palais de Koulouba, nous descendons au Centre international des conférences de Bamako où ont pris fin cet après-midi les travaux de la phase nationale de consultation sur la rélecture de la charte des partis politiques. Des recommandations fortes ont été faites, à savoir l'installation du général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable, la dissolution des partis politiques, la suppression du financement public des partis politiques, la suppression du statut du chef de file de l'opposition et le durcissement des conditions de création des partis politiques. Nous vous proposons quelques recommandations lues ici par Abdou Salam Djebkili, directeur général de l'administration du territoire, rapporteur général, des propos recueillis par Mamari Koné et Alou Touré. Recommandations en lien avec la première thématique qui concernait la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement.
Recommandation. Dissoudre tous les partis politiques. Comme modalité de mise en œuvre de cette recommandation, les participants demandent d'abroger la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques en adoptant une nouvelle loi. Faciliter les conditions de dissolution des partis politiques dans la nouvelle charte. Limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum dans la nouvelle charte. Prendre un acte pour dissoudre tous les partis politiques existants et aller sur de nouvelles bases. Prendre un acte pour dissoudre les associations et mouvements à caractère politique. Deuxième recommandation, durcir les conditions de création des partis politiques, fixer une caution de 100 millions de francs pour la création d'un parti politique. Supprimer le financement public des partis politiques. Recommandation 5, faire l'audit du financement public des partis politiques. Ajouter à la liste des personnes interdites de militer dans un parti les autorités et légitimités traditionnelles ainsi que les leaders religieux. Interdire l'activité politique aux associations. Insérer dans la nouvelle charte, nul ne peut être membre de plus d'un parti politique. Lecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition. Sur ce point, les forces vives demande la suppression du statut de chef de file de l'opposition. Thématique 3. Le nomadisme politique en cours de mandat. Les forces vives recommandent l'interdiction du nomadisme politique. Donner le temps qu'il faut aux dirigeants actuels de continuer la gestion de l'État, en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans, à partir de 2025, renouvelable à l'instar de ses pairs de l'AES. Et dans son discours de clôture, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a salué les participants pour la qualité des travaux. Il a promis de transmettre les recommandations au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nous l'écoutons au micro de Mamari Koné et Alou Touré. Grâce à votre engagement et votre rigueur dans le travail, les concertations que nous sommes en train de clôturer cet après-midi ont pu aboutir à des recommandations claires et précises, permettant au pays d'avancer et de tourner les pages obscures qui ont conduit à l'effondrement de notre pays. C'est le lieu de saluer les actions de nos vaillantes forces armées de sécurité qui ont permis d'améliorer substantiellement la situation sécuritaire. C'est le lieu également de rendre hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays, victimes civiles, tout comme militaires. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les recommandations issues des 2 jours de travaux au titre de la phase nationale de la consultation des forces vives de notre nation et des Maliens établis à l'extérieur. Je remercie également les participants et les félicite bien entendu pour les résultats de qualité obtenus en si peu de temps. Je voudrais enfin féliciter Monsieur le ministre délégué et l'ensemble de la commission d'organisation. Je prends l'engagement de transmettre au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, les recommandations adoptées par vos assises. Le gouvernement, quant à lui, ne ménagera aucun effort sur la haute autorité du chef de l'État de prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux attentes du peuple. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. L'Institut universitaire pour le développement territorial et la Faculté des sciences économiques et de gestion
ont bénéficié de forages et c'est un geste de président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Abibatou Koyan Diakité et Aruna Diara. L'ancien développement territorial est confronté à un manque d'eau dû à la faiblesse des débits des installations de la SOMAGEP sur la colline de Badalabougou. Cette situation de crise nous a amené à solliciter auprès du service des œuvres sociales de la présidence la construction de forages. Et l'attente fut brève de voir réaliser 2 forages sur la colline du Savoir à Badalabougou en commune 5 du district de Bamako où étudient des milliers d'étudiants. Ainsi, l'Institut universitaire de développement territorial IUDT et la Faculté des sciences économiques et de gestion sont les bénéficiaires des 420e et 421e adductions d'eau issues du programme des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il y a un adage qui dit que l'eau c'est la vie et qui donne de l'eau à quelqu'un assainit sa vie. Dans ces conditions, nous sommes très contents de recevoir en ces jours solennels les châteaux d'eau qui nous a été remis gracieusement par le président de la République. J'ai pu vous assurer de la bonne utilisation, de l'utilisation optimale de cette infrastructure au bénéfice de l'ensemble, n'est-ce pas, de la communauté universitaire. Tous mes remerciements à l'endroit du président de notre pays, le chef de l'État, le président de la transition. Je vais également remercier le service des œuvres sociales de la présidence de la République. Cela va de soi, vu que ce liquide précieux qu'est l'eau est indispensable à toute forme de vie. C'est d'ailleurs pourquoi le président de la transition, qui diversifie ses actions de solidarité en faveur des populations, met l'accent sur l'accès de tous à l'eau potable. Partout où on passe, on l'explique pour qu'on puisse mettre les choses dans leur contexte. Les œuvres sociales viennent du fait que lors de l'investiture du président de la transition, il a décidé de mettre les 2/3 de son fonds de souveraineté au service des Maliens pour pouvoir un peu atténuer les difficultés des Maliens. C'est dans ce cadre-là qu'on a institué les œuvres sociales. Nous avons fait beaucoup de forages. Vous remarquez que c'est 421 forages inaugurés, pas réalisés mais inaugurés, parce qu'on a d'autres forages qui nous attendent pour les inaugurations. Tout ça, c'est pour traduire la solidarité et le patriotisme du président de la transition. Et pour qui veut bénéficier de cette générosité du général d'armée Assimi Goïta, sachez que vous n'avez qu'à adresser une demande à la présidence de la République et la réponse suivra. Vous le savez certainement, les ministres en charge des affaires étrangères des pays de l'AES sont au Maroc pour le Forum Crans-Montana. Eh bien, en marge de ce grand rendez-vous, ils ont été reçus par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Les diplomates lui ont transmis les salutations et remerciements des 3 chefs d'État de l'AES pour son engagement à accompagner les pays de la Confédération AES. Écoutons le ministre malien en charge des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, au micro de nos confrères de la RTB. En étant reçus par Sa Majesté, nous avons saisi l'occasion aussi pour exprimer la profonde gratitude de tous nos pays et notre appréciation positive de l'état des relations amicales et de coopération qui existent entre le Royaume du Maroc et chacun de nos pays individuellement et la Confédération des États du Sahel, relations qui se renforcent au quotidien par rapport à cela. Nous avons exprimer aussi notre appréciation de l'initiative royale de Sa Majesté de faciliter l'accès de nos 3 pays à l'océan Atlantique dans le cadre de la diversification de notre accès à la mer et aussi comme un élément pour pouvoir renforcer également la paix et la sécurité. De façon générale, nous avons exprimé à Sa Majesté l'appréciation de nos chefs d'État par rapport à la posture constante du Royaume du Maroc et de Sa Majesté pour la façon avec laquelle il gère les relations du Royaume du Maroc avec les pays dits en transition, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en maintenant le dialogue avec nos pays, mais aussi en ayant confiance au génie propre de nos peuples pour pouvoir identifier
les solutions nécessaires pour sortir de cette situation, mais aussi en essayant de promouvoir une relation de respect et de considération. Nous avons écouté ces messages d'amitié, de fraternité qu'il a bien voulu nous donner à l'attention de nos chefs d'État. Sa Majesté a exprimé en tout cas une grande appréciation de ses relations avec nos pays. Nous avons compris sa connaissance dans le détail de la situation de nos pays, des défis auxquels nous sommes confrontés, mais surtout Sa Majesté a réitéré la disponibilité totale du Royaume du Maroc et il a souhaité que la paix, la sécurité et la stabilité puissent revenir dans nos pays. Et ce communiqué de presse des ministres des Affaires étrangères de la coopération des États du Sahel, les images vont suivre. Kanamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, et Bakary Yao Sangaré, ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, ont eu le privilège d'être reçus en audience le 28 avril 2025 par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. La délégation conduite par Abdoulaye Diop du Mali, dont le chef de l'État assure la présidence de la Confédération AES, a tout d'abord transmis aux souverains des messages de fraternité et d'amitié de leur Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. La délégation a exprimé la haute appréciation du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel pour l'approche objective et constructive du Royaume du Maroc vis-à-vis à la situation politique des pays de la Confédération AES et particulièrement la posture respectueuse du Maroc basée sur la non-ingérence dans les affaires intérieures de leur pays. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES ont saisi l'opportunité pour porter à la haute connaissance de Sa Majesté le roi Mohamed VI l'actualité sur les avancées réalisées et les perspectives confédérales dans les volets diplomatie, développement et défense et sécurité. Les ministres ont réitéré la pleine adhésion de la Confédération AES à l'initiative royale visant à faciliter l'accès de leur pays à l'océan Atlantique. Ils ont souligné que cette initiative est en cohérence avec la vision des chefs d'État de la Confédération AES engagés dans l'amélioration des conditions de développement économique de leur pays, notamment l'accès au marché international. Les ministres ont noté avec attention les messages spécifiques de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, adressés à leur Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Abdourahmane Tchani. Ils ont salué la disponibilité renouvelée de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, à renforcer les relations de son pays avec la Confédération des États du Sahel dans le cadre de la coopération sud-sud, dont le Maroc est l'un des pionniers. La délégation a également pris très bonne note des orientations éclairées de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur l'initiative royale en faveur des États du Sahel. Elle s'inscrit dans une dynamique de solidarité agissant du Royaume du Maroc envers des pays frères avec lesquels les relations ont toujours été empreintes de respect, d'amitié sincère et de coopération fructueuse. Les ministres ont saisi cette occasion pour exprimer la gratitude des chefs d'État de la Confédération AES pour la constante de la démarche positive du Maroc au sein de l'Union africaine en prônant le renforcement du dialogue et en entretenant un engagement constructif. À l'issue de la rencontre, les ministres ont exprimé leur profonde gratitude pour cette audience que Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu leur accorder. Ils ont particulièrement salué la qualité de l'écoute, la considération et les conseils avisés que Sa Majesté Mohamed VI leur a prodigués. Les ministres ont également adressé leurs sincères remerciements à Sa Majesté le roi Mohamed VI et au peuple du Maroc pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont ils ont été l'objet durant leur séjour.
Au Burkina Faso, le Premier ministre a accordé une audience à l'ambassadrice représentante spéciale du Danemark pour les Grands Lacs et le Sahel. Les débats ont tourné autour des perspectives de renforcement des relations entre le Danemark et le Burkina Faso. L'hôte du jour a surtout salué les décisions souveraines du gouvernement burkinabé. Benewende Frédéric Nikiema. Au menu des échanges entre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo et l'ambassadeur représentante spéciale du Danemark pour les Grands Lacs et le Sahel, les relations entre les deux nations et la situation dans la sous-région. La diplomate danoise réaffirme au chef du gouvernement burkinabé tout l'attachement de son pays au respect de la souveraineté des nations. Le Danemark respecte des décisions souveraines de chaque pays. Et c'est ça que je voulais dire. Nous sommes un petit pays qui nous prenons aussi des décisions souveraines, mais aussi pour nous part de l'Union européenne. Et ça, c'est important pour nous. Je suis sûre que c'est aussi important pour le Burkina Faso d'avoir des relations avec d'autres pays. Ambassadrice du Danemark au Burkina Faso il y a de cela 15 années, la diplomate danoise fait remarquer l'excellence de la coopération entre les deux nations. Une coopération vieille de 4 décennies. Cette rencontre témoigne donc de la volonté partagée du Burkina Faso et du Danemark de poursuivre et de renforcer leur partenariat dans le respect mutuel des priorités et des valeurs de chaque partie. Au Niger, Nigériens et Burkinabés main dans la main pour la chirurgie à cœur ouvert. Les activités ont été lancées à l'hôpital général de référence par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique du Niger. Des activités qui vont durer 5 jours et qui regroupent des spécialistes du Niger et du Burkina Faso. Jocelyne Amoussou. C'est un exemple réussi de coopération AES dans le domaine de la santé. Le lancement des activités de chirurgie cardiaque à cœur ouvert où les spécialistes du Niger et du Burkina Faso mutualisent leurs compétences, ceci grâce à l'implication des plus hautes autorités des deux pays. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une avancée médicale, mais aussi une victoire de la solidarité, du partage de compétences et de la volonté commune d'offrir à nos populations les soins spécialisés qu'elles méritent. Grâce à ce partenariat, nous franchissons un cap important dans la prise en charge des pathologies cardiovasculaires qui représentent un enjeu majeur de santé publique dans nos deux pays. L'équipe technique est donc composée des spécialistes de l'hôpital général de référence et ceux du centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Il s'agit de 3 groupes, de cardiologues, de réanimateurs anesthésistes et de chirurgiens cardiovasculaires. Le Niger dispose dans cette opération de 4 cardiologues. Les réanimateurs sont au nombre de 4, dont un qui vient directement du Burkina Faso et qui est nigérien formé là-bas, qui nous assiste à local. Puis on a 4 techniciens d'anesthésie-réanimation. Puis, on a 2 techniciens de chirurgie gynéco-obstétrique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une évidence que la chirurgie à cœur ouvert est une réalité avec l'appel du premier cas. Une avancée significative pour le Niger en matière de santé du cœur. Qui l'aurait cru, dans un passé très récent, que le Niger et le Burkina Faso, sans l'appui des pays dits développés, pouvaient organiser des activités de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Une technicité médicale très avancée qui n'est pratiquée que dans une poignée de pays africains. Retour à Bamako et parlons de la réélection de Abdoulaye Amadoussi à la tête de l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali. C'était à l'issue de l'Assemblée générale qui a également permis de faire la rélecture des textes de l'amicale. Reportage Mamadou Fani.
Après 39 ans d'existence, l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali tente de donner un nouveau souffle à cette association. La tenue de cette assemblée générale de fin de mandat pour l'actuel bureau est donc l'occasion de procéder à la relecture des statuts et règlements intérieurs de l'amicale. Il s'agit également pour les anciens ambassadeurs et consuls généraux d'élire un bureau pour un mandat de 5 ans. Créé le 17 octobre 1986 par les premiers ambassadeurs du Mali à la retraite, auxquels je rends un vibrant hommage aujourd'hui, l'amicale se veut être un creuset de diplomates qui soient à la retraite et en activité, et ce pour le renforcement de la diplomatie malienne. En toute première motivation est de capitaliser, conforter et sauvegarder les expériences acquises par les diplomates et la diplomatie malienne à travers le monde et selon le temps. L'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali souhaite aujourd'hui bénéficier d'une reconnaissance d'utilité publique, ce qui lui permettra de prendre part aux questions d'intérêt stratégique pour notre pays. Que ce soit vraiment lors des formations, des mises en route des jeunes diplomates qui doivent rejoindre les postes, mais aussi à des moments critiques comme la gestion des préavis de grève et toutes choses qui mobilisent l'amicale qui reste à nos côtés des jours durant et souvent très tard dans la nuit pour trouver des solutions aux difficultés au sein de notre maison commune que les affaires étrangères. À l'issue de cette assemblée, Abdoulaye Amadoussi a été reconduit à la tête d'un bureau de 19 membres. L'amicale a saisi l'occasion pour dénoncer le comportement hostile de l'Algérie face à notre pays en abattant un drone de l'armée malienne. Et le coût moyen d'un boursier pour son cursus universitaire varie entre 3 500 000 et 4 600 000 francs CFA. Après leurs études à l'étranger, nombreux sont les boursiers qui restent dans les pays d'accueil. Pour permettre à ces boursiers de regagner le bercail, une stratégie de retour des diplômés doit être élaborée. Et c'est dans ce sens que se tient ici à Bamako un atelier de réflexion. Tiemoro Konaté. Selon les statistiques de la Direction générale de l'enseignement supérieur, près de 4 000 étudiants ont été envoyés à l'étranger entre 2013 et 2023. La même source nous apprend que le coût de prise en charge d'un boursier pour les cycles licence et master varie entre 3 500 000 et 4 650 000 francs CFA. Des montants faramineux en dépit desquels nombre de ces étudiants s'établissent dans les pays d'accueil pour des raisons multiples et variées, dont la principale demeure leur forte sollicitation par les entreprises à cause de leur parcours éloquent. La deuxième difficulté, c'est que certains, quand ils reviennent dans leur domaine, ils peuvent faire des années sans qu'on leur propose des postes de recrutement. Entre autres difficultés inhérentes au retour des étudiants boursiers, des difficultés faisant objet d'un diagnostic sans complaisance au cours de cet atelier. Il est initié par la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'exercice consiste à faire des propositions susceptibles de favoriser non seulement l'insertion de ces nouveaux diplômés après leur retour, mais aussi d'améliorer la qualité de la formation universitaire au niveau national. Parce que jusqu'à présent, nous envoyons la majeure partie de nos excellents à l'extérieur. Les universités que nous avons peuvent être des structures de formation d'excellence. Mais si nous envoyons tous les excellents à l'extérieur, ceux qui vont rester sont les moins excellents. Et nous voulons que les structures de formation sur place fassent le miracle pour les transformer en excellents. Il est impératif de renforcer la qualité de notre enseignement supérieur, d'adapter les contenus de formation aux besoins du marché du travail, de poursuivre la modernisation de nos infrastructures, de promouvoir la recherche et l'innovation et de consolider la collaboration entre les institutions d'enseignement supérieur, de recherche et le secteur privé. Cet atelier de réflexion qui a démarré ce lundi s'étend sur 4 jours. À l'issue des travaux, les parties prenantes devront élaborer ce qu'on appelle la stratégie nationale de retour des boursiers, un document qui leur servira d'outil de référence.
Également dans ce 20h, signature d'un protocole d'accord sur le déploiement du système de gestion de l'information pour la protection de l'enfant, un tournant décisif pour renforcer la protection des droits fondamentaux des enfants, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables. Ainsi, le gouvernement du Mali et l'UNICEF renforcent leur partenariat autour de la protection de l'enfant. Le compte-rendu de Awa Adaman Koulibaly et Sidiki Balou. Le chemin est encore long, mais une première étape est ainsi franchie dans le processus de renforcement du système national de protection et d'assistance aux enfants du Mali. 2 signatures sont apposées sur un protocole prometteur. Ce protocole d'accord qui lie désormais le ministère dont j'ai la charge et l'UNICEF définit les objectifs et partage les responsabilités d'organisation et de mise en œuvre du CPI-MS+. En effet, le CPI-MS+, ou Primero, est une plateforme logicielle pour soutenir la collecte de données sur la gestion des cas de protection de l'enfant et l'établissement de rapports. L'UNICEF, premier collaborateur du gouvernement malien dans les questions de l'enfance, a grandement contribué à l'élaboration du dit protocole. Par une gestion plus efficace des données et l'élaboration d'outils harmonisés, cette initiative ouvrira la voie à un travail social mieux coordonné et plus performant et à une meilleure qualité de suivi et évaluation de la prise en charge des enfants vulnérables. Le déploiement du CPIMS+ est l'une des recommandations du Comité des droits de l'enfant sur le rapport du Mali lors de sa 96e session à Genève, tenue en mai 2024. Avec la pluie d'hier, des inondations ont été enregistrées dans plusieurs quartiers de la capitale, à Missabougou et Kalabambougou, 2 quartiers de la périphérie. Pour des mesures préventives, les habitants de ces 2 quartiers cotisent pour creuser des canaux de drainage à des eaux de pluie. Première pluie de l'année 2025, premier cauchemar pour de nombreux habitants de la ville des Trois Caïmans. Nous sommes à Kalabambougou, un quartier de la périphérie, au lendemain de la pluie diluvienne abattue sur la capitale. Constat, les lieux restent parsemés d'eau stagnante. Il s'agit d'une première averse qui annonce une pluviométrie assez abondante en perspective, selon les prévisions de Mali Météo. Une abondance avec ses risques d'inondation qui suscite déjà des appréhensions chez les riverains. Suite aux inondations de l'année dernière, presque toutes les familles ont quitté leur maison. Parce que toute la zone était inondée, l'accès était difficile. Donc on était obligé de sortir pendant au moins 1 ou 2 mois. En partant de notre absence, il y a certains qui ont perdu aussi pas mal de matériel. Hier, quand la pluie a commencé à tomber, je me suis rappelé des inondations de l'année dernière. Dans le but d'atténuer les conséquences des inondations, certains riverains s'organisent en fonction de leurs moyens rudimentaires. Les fonds collectés servent à payer des particuliers commis pour le creusement des caniveaux de drainage des eaux. On a fait ce canal il y a plus de 200 mètres. Bon, je crois qu'il y a d'autres mesures, mais pour le moment, on envisage de mettre en place ce canal. Bon, vous voyez, on est en train de creuser. Il y avait une partie de là qui était là depuis l'année dernière. Mais cette année, on a jugé d'augmenter la longueur, en même temps d'aller également en profondeur. Autre quartier de la périphérie ayant défrayé la chronique en matière d'inondation l'année écoulée, Missabougou. Dans ce quartier, le seul collecteur servant des canaux de drainage des eaux souffre d'obstruction. Inondation 30 minutes heure à bébé fouille. Une problématique qui continue à troubler le sommeil des habitants. Kabiri ji yɛrɛ y'a daminɛ ne yɛrɛ ja tigɛra fɔlɔ n b'o la ni boli dun bɔra centre kɔnɔ parce que n bɛ feere kɛ centre kɔnɔ ni boli bɔra kabini n ye ji jigintɔla ye dayan fan fɛ n bolila ka na n ka kuma n ka ko daminɛnen filɛ nin ka na ye ɲaman bɛ ka na cogoya min na ji bɛ ka na cogoya min na degun min b'anw kan ne fa ala de b'a dɔn dɛ. ji min don yɔrɔ min na a n'a bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ de ye nin ye badalanin b'a sanfɛ de donc an ka collecteur de bɛ duguma de. Donc ji don yɔrɔ n'an bɔra yen ni ji bɔ yɔrɔ de bon degun min b'an kan aw yɛrɛ k'a lajɛ yɔrɔ yɛrɛ cogoya filɛ nin est-ce que ji in bɛ se ka bɔ ka taa ba kɔnɔ n'a fɔra ko ji in ka bɔ nin de fɛ ka taa ba kɔnɔ est-ce que a bɛ se ka taa wa. À Missabougou comme à Kalabambougou, partout où notre équipe est passée, les réalités sont presque identiques. C'est pourquoi nos interlocuteurs appellent à la solidarité agissante pour abréger leurs souffrances. Toute action allant dans ce sens, affirment-ils, sont les bienvenues.
Lancement de la première édition des champions du maraîchage. Il s'agit d'encourager les maraîchers à travailler pendant la période sèche chaude, mais aussi de dénicher des talents cachés dans le monde de l'agriculture. Une façon de développer l'entrepreneuriat des jeunes. Reportage à Moussa Kamara. Une vingtaine de jeunes maraîchers venus des régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et du district de Bamako prennent part à cette compétition. L'objectif est d'inciter les maraîchers à faire la contre-saison en période sèche, tout en utilisant les semences adaptées. Champion du maraîchage, c'est une compétition dédiée aux maraîchers et aux agriculteurs du Mali. La compétition va aller sur 3 mois. On va leur donner des semences qu'ils vont s'aimer, faire le suivi avec eux. Et maintenant, les membres du jury vont juger les meilleures pratiques agricoles. Pour cette première expérience, un certain nombre de critères a été établi. Le premier critère, c'est un peu le rendement. Nous allons donner les mêmes variétés aux différents compétiteurs. Par exemple, sur un quart d'hectare, on va voir ce qu'ils arrivent à donner plus de production sur le quart d'hectare. En même temps, ceux qui vont donner des produits qui sont vraiment présentables. Cette tribune a été saisie par le représentant d'Agrivision Sahel de lancer un message aux candidats, message axé sur l'innovation. La compétition permettra aux jeunes d'apporter l'innovation paysanne, l'innovation moderne qui manque. La première irrigation historique a été développée en Afrique. Nos mamans, nos grands-mamans avaient des techniques pour conserver les aliments. Pour produire, ils avaient des systèmes qui ne leur permettent pas d'utiliser des engrais chimiques. Toutes ces bonnes pratiques, ces innovations paysannes doivent être revisitées et réchauffées à la sauce moderne. La première édition des champions du maraîchage, c'est aussi un espace de partage d'expérience. Il a suscité beaucoup d'engouement chez les jeunes. Je pars très confiant parce que je viens de loin. Nous avons commencé en bas de l'échelle et Dieu merci, aujourd'hui ça va. On peut être fier de ce qu'on a réalisé et du parcours qu'on a eu et aussi des objectifs que nous assignons nous-mêmes, que nous comptons bien atteindre, Inch'Allah. C'est par la remise des semences, des engrais et des gilets aux candidats que cette cérémonie de lancement s'est terminée. Une belle initiative. Afin d'améliorer les conditions de vie des populations victimes des inondations, le Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre débloque 2 millions de dollars, soit plus d'1,150 milliard de francs CFA pour soutenir les victimes à travers des projets multisectoriels. Les 10 projets seront mis en œuvre par un groupe d'ONG nationales et internationales. Reportage Najim Babasissé et Alou Koulibaly. Les inondations enregistrées par la région de Tombouctou en novembre dernier ont affecté plusieurs ménages, détruit leurs habitations et moyens de subsistance. Depuis lors, l'État et ses partenaires conjuguent leurs efforts en vue d'apporter un soutien multiforme à ces populations affectées à travers des projets de réponse multisectoriels. Des actions rendues possibles grâce au Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous sommes heureux d'affirmer que grâce au soutien du FRAWOC et l'accompagnement stratégique d'OCHA, 6 ONG ont uni leurs efforts dans une approche multisectorielle et complémentaire pour apporter une réponse appropriée et adaptée dans les domaines ci-après: eau, hygiène, assainissement, abri d'urgence, sécurité alimentaire et moyens d'existence. Nous nous faisons le devoir de remercier toutes les organisations internationales et nationales qui ont fait de leur devoir, après la lourde frappe qu'a échoué nos populations suite aux inondations, de nous assister. En vue d'atteindre les résultats escomptés par les présents projets, FRAWOC débloque une enveloppe conséquente pour l'ensemble des projets. Une enveloppe de 2 millions de dollars a été mise à la disposition de la région de Tombouctou et qui a aussi permis à des ONG de concevoir des projets et postuler pour apporter leur soutien et le soulagement à la communauté sinistrée. Les projets que nous lançons aujourd'hui, les activités, traduisent la volonté commune de reconstruire mieux, de renforcer la résilience de nos communautés et de redonner espoir aux populations les plus vulnérables. Ces projets de réponse multisectoriels intégrés et complémentaires sont mis en œuvre sur 8 mois par un groupe d'ONG, dont Plan International, AMSS, ACF,
Nouveaux Horizons, Adaz et Gardel. Actualité régionale toujours, le gouverneur de la région de Douanza s'est rendu au quartier Saré pour constater l'état d'aménagement des travaux de construction du pont de Saré, financé à hauteur de 57 millions de francs CFA. Ce pont va atténuer les difficultés des habitants de Saré et plus de 100 villages environnants. Reportage Almoser Alkamisa Yatara. Dans les quartiers Saré de la commune urbaine de Douanza, les visages sont marqués par la joie et l'enthousiasme. Et pour cause, la construction du pont de Saré, un projet longtemps attendu et désormais réalisé à plus de 90%. Ce projet, initié par la mairie de la commune urbaine de Douanza, a été financé à hauteur de 57 millions de francs CFA sur le fonds du PEDREAS, le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. On a pu avoir le financement grâce au PEDRAS qui a financé le pont à hauteur de 57 millions. Donc c'est lui également de remercier les habitants, les riverains, tous les autres villages qui sont de l'autre côté, du côté sud, là, qui savent que le pont va leur être utile et qui sont venus aussi manifester leur satisfaction. La ville de Douanza est encerclée par un demi-cercle de falaises renvoyant les eaux à toutes les pluies et inondant ainsi la ville, provoquant des dégâts, mais aussi empêchant la population de ces quartiers Saré de vaguer à leurs affaires courantes, aller au champ, et aussi aux autres villages qui sont de ce côté aussi de rallier la ville. Si bien qu'ils sont obligés de faire beaucoup de kilomètres avant de rejoindre la ville. Donc d'une longueur de 22 mètres et largeur 4 mètres, ce pont va servir désormais de passage pour tout le monde. Donc cela veut dire que le quartier Saré est désenclavé de jour comme de nuit. En plus d'être un lien physique entre les villages, le pont de Saré incarne un symbole d'espoir et de développement pour la population de Douanza. Le centre de santé communautaire de Tousséguéla dans le cercle de Kolondiéba est baptisé CESCOM inspecteur général Amadou Konaté, directeur général de la douane. L'initiative du conseil communal vise à reconnaître les actions de développement menées par ce commis de l'État attaché à son terroir. Reportage Agali Agissa, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoko. Grande mobilisation à Tousséguéla, localité située à une quarantaine de kilomètres de Kolondiéba et chef-lieu de la commune de même nom. Le jeu en vaut la chandelle car il s'agit de donner un nouveau visage au centre de santé communautaire du village. Un centre qui porte depuis ce samedi 26 avril 2025 le nom de l'inspecteur général de douane Amadou Konaté. Un signe de reconnaissance de toute une contrée, les Gantidougou, à un fils du terroir. Nous avons dit que nous allons célébrer Amadou, mais nous allons célébrer tous les fils et concitoyens du pays qui ont fait preuve d'engagement citoyen envers la commune. En 2023, en offrant 2 ambulances médicalisées à notre district sanitaire, vous avez ôté une grosse épine du pied de nos pieds. Plusieurs témoignages, dont ceux de l'association des ressortissants pour le développement de la commune de Tousséguéla et des femmes de l'association Faso Lakanaton, ainsi que les films projetés, ont permis d'égrener les bienfaits de l'inspecteur général Amadou Konaté. Une liste non exhaustive et qui se rallonge avec ce don de 5 kits d'accouchement. Un geste de l'inspecteur général de douane Amadou Konaté dans le cadre de l'initiative Mabalo. Un projet qui vise à lutter contre le prolapsis dans le cercle de Kolondiéba. Et c'est là un hommage à sa défunte mère. Le CESCOM qui porte désormais mon nom n'est point une récompense personnelle, mais un symbole collectif de reconnaissance, le reflet de relations sincères entre un fils et sa communauté. Mon engagement pour la santé résulte de ce sens de la solidarité et de mes prières pour qu'Allah le Tout-Puissant puisse épargner à mes frères et sœurs l'épreuve difficile traversée par ma chère maman, paix à son âme, qui a perdu la vie en donnant la vie. Quant au gouverneur, il n'est pas venu main vide. Le chef de l'exécutif a remis une couveuse au CESCOM pour renforcer les capacités d'accueil de la maternité. Les autorités de la région de Bougouni accordent la plus
haute importance à ce type d'initiative qui contribue à l'amélioration de la couverture sanitaire de la région en général et celle de Touséguéla en particulier. Je voudrais donc vous assurer de tout le soutien et l'accompagnement des autorités régionales de Bougouni. Le chef de l'exécutif a visité la préfecture rénovée grâce à l'accompagnement de l'inspecteur général Amadou Konaté avant de donner le coup d'envoi de la finale de la Coupe inspecteur général de douane Amadou Konaté. Autre temps fort de cette cérémonie, les prestations d'artistes, la remise d'un tricycle, une station ambulante aux jeunes de la commune, la course de vélos sur une distance de 100 km remportée par Yaya Sangaré de Koni. À Télé Nationale sur la mobilisation sociale, l'engagement et le contrôle citoyen, la session de 2 jours devra permettre d'améliorer ces différents dispositifs mis en place pour une meilleure responsabilisation des communautés dans la gestion des affaires locales. Balakissa Ouattara et Mamadou Sidibé. Après 5 années d'activité, le PEDRIAS, projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et ripostes locales à la COVID-19, tire le bilan de la mobilisation sociale, l'engagement et le contrôle citoyen. Ainsi, les gouverneurs, préfets, maires, ONG partenaires et directeurs régionaux du développement social et de l'économie solidaire passent en revue les activités sociales réalisées dans les 2 communes partenaires du PEDRIAS. Du recrutement des ONG à l'opérationnalisation des activités sur le terrain, beaucoup de défis ont jalonné notre parcours. Des difficultés en lien souvent avec l'insécurité dans les zones d'intervention des ONG ont été pratiquement le lot des agents de terrain. Grâce à la résilience, le professionnalisme et le sens de la responsabilité des ONG, tous les écueils ont été surmontés. Qu'elles en soient remerciées. La session, qui s'étend sur 2 jours, permettra d'améliorer le dispositif de mobilisation sociale, d'engagement et de contrôle citoyen mis en place. Le but, contribuer à impliquer davantage les communautés dans la gestion des affaires locales. Je voudrais vous dire que les résultats de 2022 à 2025 sont le fruit de la synergie de nos services techniques, l'ICP, PEDRIAS et les ONG locales, qui a permis d'installer 258 comités de développement de quartier, 499 comités de développement des villages, 258 comités de développement des fractions dans des communes, villages et fractions à géométrie variable. Au terme des travaux, les documents minutieusement analysés par les participants devront servir de boussole pour tous les acteurs de la bonne gouvernance, gage de paix et de cohésion dans les communautés. Hommage à Adaman Samasekou, c'est à la faveur d'un panel animé par les acteurs du monde des arts et de la culture sur les œuvres de l'ancien ministre de l'Éducation nationale. La journée d'hommage est une initiative de l'Association des jeunes écrivains du Mali. Reportage Moussa Kamara. Avec ses ressources humaines, a le panafricanisme dans son ADN. Homme de culture, tolérant et fervent croyant, ce sont là les mots qui ont été prononcés ce matin à la mémoire de feu Adaman Samasekou, ancien ministre. Cette journée d'hommage est organisée par le mouvement Jeune Esprit de la littérature malienne, une association de jeunes écrivains, une manière de célébrer les grands hommes de culture. Son parcours professionnel s'est construit autant au Mali qu'à l'échelle internationale dans des domaines divers comme l'éducation, la culture, le numérique, le droit humain. On se souviendra d'un grand humaniste et fervent défenseur de la langue maternelle. Adaman Samasekou savait reconnaître et apprécier les talents. À cette journée d'hommage, des poèmes ont été déclamés en son honneur par la poétesse. Cité consensuelle des droits humains. Il est difficile de parler d'Adaman Samasekou au plan civil, sans dire mot de son investissement intellectuel notoire pour la promotion des langues africaines, pour la refondation du système éducatif malien. Les anciens compagnons qui l'ont côtoyé se souviennent des bons moments. J'ai travaillé avec Adaman Samasekou, d'abord sur la politique nationale du livre et de la lecture, que nous avons élaborée en 2023-24. Il était là, il a participé à tous les travaux et il a fait de magnifiques contributions à l'élaboration de ce document. J'ai eu à travailler avec lui
D'abord, dans le domaine de l'éducation, nos discussions étaient de voir comment on peut faire véritablement un lien entre les différents niveaux de l'éducation au Mali, du préscolaire jusqu'au supérieur. Déjà, le mouvement panafricaniste africain est à pied d'œuvre pour organiser une journée panafricaine d'hommage à Feu Adama Samasekou, illustre panafricaniste décédé le 23 février 2024 à Bamako. La concurrence déloyale. La chronique judiciaire s'y intéresse ce soir. Cette pratique nuit gravement à l'équilibre économique et social et elle cause un manque à gagner de plusieurs milliards par an à l'économie nationale. La concurrence déloyale est prévue et punie par la loi de février 2016 portant organisation de la concurrence. Ses conséquences se manifestent à plusieurs niveaux: affaiblissement des entreprises victimes, perte de confiance des consommateurs et perturbation globale du marché. Voyons donc les conséquences de la concurrence déloyale dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Tchadje Camara. Parasitisme, imitation des organisations ou dénigrement sont autant de types de concurrence déloyale. Ces pratiques trompeuses forcent les règles du jeu et portent atteinte aux acteurs respectueux du droit. Cancer économique, la concurrence déloyale ronge les bases du marché. Le parasitisme, comme son nom l'indique, vous avez un produit qui est bien connu sur le marché, qui marche bien. Et vous voulez aller dans le même segment, sur le même marché pertinent. Vous voulez lancer votre produit. Au lieu de créer votre marque et de faire en sorte que par sa qualité, la marque s'impose, vous vous dites, M. Pérou, lui, il a déjà un produit du même genre qui marche bien. Donc, je vais essayer de me greffer à son produit. Donc, je me nourris de son effort. Maintenant, l'imitation s'apparente et on rentre presque dans la contrefaçon. Vous avez un produit qui s'appelle le lait, qui marche très bien, et moi je fais un produit avec les mêmes couleurs, le même type d'emballage, et je rajoute, je dis le lait de vache. Et je viens, et les gens viennent, c'est vrai, c'est une autre variante du lait, parce que le lait, les gens ont vu la qualité et ils apprécient, et donc ils viennent, ils prennent. Donc on rentre dans, ou bien ils vont mettre le lait, mais avec un thé à moins. Ensuite, la désorganisation. Ça, c'est quoi? C'est que parfois, je suis sur un segment où je produis le même type de produit que vous, donc on est concurrent sur le marché. Et je viens, je m'organise pour vous déstabiliser. Et comment? Je peux peut-être voir le syndicat de votre entreprise ou voir des personnes clés pour leur dire, faites en sorte que, tel agent qui sont dans des postes clés, moi je vais les avoir dans mon entreprise. Je suis prêt à payer le double. Je les débauche, et là je suis dans le débauchage abusif, certes, mais en plus de cela, je désorganise complètement de votre structure parce que les gens qui vous aident à produire du jour au lendemain, ils démissionnent, ils vont avoir vos secrets de fabrication et ils viennent chez moi. Le dénigrement. Alors, pareil, je viens, prenons l'exemple toujours du lait, je dis, écoutez, mon lait de vache est le seul vrai lait sur le marché. Cela induit quoi? Moi, je fais du lait, vous faites du lait. Si je dis que c'est le seul vrai du lait, ça veut dire que le lait de M. Pérou n'est pas du vrai lait, alors qu'en réalité, vous avez aussi du vrai lait. Mais en le disant, je suis en train de vous dénigrer. En droit malien, la concurrence déloyale est régie par la loi de février 2016 portant organisation de la concurrence. L'article 24 de cette loi sanctionne les auteurs de la concurrence déloyale d'une amende comprise entre 1 million à 20 millions de francs CFA. C'est une activité économique et les sanctions sont spécifiques. Mais il y a des formes de concurrence déloyale qui peuvent avoir une incrimination pénale. Par exemple, quand vous faites, une contrefaçon d'un produit. La contrefaçon, on rentre dans la législation OAPI et là-dedans, il est bien possible de poursuivre la personne qui est en faute, le contrefaisant, comme on dit, soit au civil, devant un juge civil, soit au pénal en déposant une plainte devant le parquet. Et en ce moment, il peut être effectivement condamné à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende pécuniaire. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La justice rétablit l'équilibre de la concurrence. Quand on est victime d'une concurrence déloyale, il y a différents niveaux de saisine. Celui qui est le gendarme sur le terrain, c'est la DGCC, la Direction générale du commerce et de la concurrence. On peut dénoncer les faits, ils peuvent agir ou ne pas agir. Mais on a la possibilité de saisir la justice. Et cette saisine peut se faire soit devant le juge civil ou bien
on peut également aussi, si ça a un caractère infractionnel, déposer une plainte au niveau du procureur. Donc, c'est les saisines qui sont offertes aux justiciables. Maintenant, quand c'est dans un cadre macro où on parle en ce moment de pratiques anticoncurrentielles, en ce moment, c'est les institutions communautaires qu'il faut saisir parce que la commission, par exemple, de l'UEMOA siège sur ces pratiques-là. Dans un monde économique en constante mutation, la concurrence est un moteur de progrès à condition qu'elle soit loyale. Mais quand certains choisissent de tricher, ce sont des entreprises entières, des emplois et parfois des savoir-faire qui en payent les prix maximaux. Pour tous, désormais votre émission mensuelle sur ORTM 1. Retrouvez donc le premier numéro qui porte sur la concurrence déloyale le dimanche 4 mai à 10h30 et la rediffusion lundi à 14h sur ORTM 1, votre chaîne nationale. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur dit avoir appris avec une grande tristesse et une vive émotion la mort tragique de notre compatriote Aboubacar Cissé, lâchement poignardé dans une mosquée en France par un anti-islamiste. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur s'incline devant la mémoire de ce jeune homme, victime de l'intolérance des hommes, à sa famille éplorée et à l'ensemble de la communauté malienne de France. Il présente les condoléances attristées des Maliens établis à l'extérieur. À Sikasso, fin de la 11e édition du festival sportif, culturel et artistique de Woroni. Le thème de cette édition est « Culture, facteur de dialogue et de tolérance entre les peuples ». L'initiative se veut un rendez-vous de découverte des potentialités de la localité et de valorisation des valeurs ancestrales. Compte rendu, Moussokoro Sérémé et Taïrou Konaté. Localité située à 63 km du chef-lieu de région, la commune rurale de Woroni, dans le cercle de Luluni, région de Sikasso, résonne au rythme et aux danses de la richesse du patrimoine ethnique et traditionnel des communautés à travers le FESCAO, festival culturel, artistique, sportif et touristique. Un rendez-vous de brassage et d'affirmation identitaire que l'association des ressortissants de Woroni et sympathisants a bien voulu dédier cette année au dialogue et à la tolérance entre les peuples, dans un contexte où la cohésion sociale et le vivre ensemble sont devenus des concepts chers pour les autorités de la transition. Pour savoir où on va, il faut savoir où on a quitté. Le Sinangouya qui est là, c'est-à-dire que c'est un mot de passe entre même des ethnies. C'était un facteur même pour apaiser les tensions sociales. Il faut replonger là-dedans. Aujourd'hui, les Maliens sont invités par les plus hautes autorités à la tolérance, à la cohésion sociale, au dialogue et au vivre ensemble. Personne ne fera le Mali à part nous les Maliens. L'année 2025 a été décrétée par les plus hautes autorités comme l'année de la culture. C'est pour encore amener les Maliens à revoir nos terroirs. Le FESCAO, pour cette 11e édition, accueille des milliers de participants de la Côte d'Ivoire et des pays de l'AES, des promoteurs du festival de l'intérieur du Mali et une forte délégation nationale des fils du terroir. Un événement fédérateur qui rime bien avec le programme de développement économique et social du Conseil régional, dont la vision est de renforcer la préservation et la mise en valeur du patrimoine touristique et culturel de la région. Le FESCAO de 2013 à nos jours a réalisé des actions sociales dont, entre autres, dans le matériel médicaux au CESCOM de Woroni, et réalisation des rampes d'escalier aux chutes de Woroni, et réalisation de ponts d'accès métalliques aux chutes d'eau de Woroni. Tout développement durable doit avoir pour socle la culture, la préservation, la promotion, la valorisation de celle-ci est un devoir qui incombe à chaque citoyen. Pendant 3 jours, le FESCAO 2025 offrira à ses festivaliers un programme constitué de plusieurs activités comme des formations en accueil, des conférences débats et un match de football. La cérémonie d'ouverture est marquée par un défilé des troupes folkloriques et la visite des atouts touristiques de la localité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos grands-pères disaient qu'au bout du chemin, après chaque lutte, il y a toujours un rêve accompli. Et c'est ça la vraie victoire. À méditer, le Mali pour tous et tous pour le Mali. Bonne fin de soirée à tous.